Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver sur Mieux après ces trophées de la recherche de la Fondation ARC. La recherche contre le cancer qui constitue un enjeu majeur de santé publique. Alors, grâce à la Fondation ARC et aux lauréats de ces trophées, nous allons découvrir comment la science progresse et ouvre de réelles perspectives d'avenir. Évidemment, tous ces sujets sont parfois très techniques et en même temps, ils concernent directement la vie de millions de personnes. Ce soir, nous allons essayer de les rendre les plus accessibles possibles pour comprendre comment la recherche transforme, jour après jour, la lutte contre le cancer. Dominique Vazy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fondation ARC. Éric Solary, bonsoir. Vous êtes vice-président de la Fondation ARC et professeur d'hématologie. Alors, la Fondation ARC est entièrement dédiée à la recherche sur le cancer. Quels sont, selon vous, Dominique Vazy, les principaux enjeux scientifiques à relever en priorité ? Alors d'abord, je ne suis pas le scientifique de la bande, hein, c'est Éric qui est le Non, mais scientifique de la bande. je commence par vous. Oui, vous êtes gentil. Non, si vous voulez, la recherche est un effort de long terme et sur lequel il faut mobiliser de façon constante des ressources. Et donc, la Fondation, son rôle, c'est de mobiliser ces ressources dans le long terme, comme je le dis souvent. C'est une course de fond, c'est plutôt un marathon qu'un sprint. Qui se joue sur plusieurs années, en fait. Qui se joue sur plusieurs années et nous accompagnons les équipes sur plusieurs années, de plus en plus sur plusieurs années. Et c'est important que nous ayons les moyens et c'est ce que nous demandons à nos donateurs et à nos légataires de nous donner. On va y venir. Éric Solary, quels sont les enjeux, comment dirais-je, principaux, les enjeux scientifiques qu'il faut relever en priorité ? L'enjeu, c'est toujours de comprendre, c'est ça le principe de la recherche. Voilà. Mais comprendre pour progresser dans la prise en charge, la prévention, le traitement et le suivi du traitement des patients atteints de cancer. Donc ça, c'est le contexte général dans lequel travaille la Fondation. Et notre question à nous, vous avez vu, et vous allez échanger avec des chercheurs qui approfondissent des questions très spécifiques. Notre objet à nous en tant que Fondation, c'est de comprendre quel est le paysage général, quels sont les domaines dans lesquels il y a besoin d'une impulsion, d'un soutien, et d'accompagner des chercheurs qui travaillent dans ce domaine en sélectionnant les meilleurs pour le faire. Alors, en 2024, la Fondation a alloué plus de 33 millions d'euros à 332 projets. Comment vous les choisissez, les projets les plus prometteurs ? Alors ça, c'est une des caractéristiques de la Fondation. Nous n'avons pas de moyens spécifiques de recherche. Donc nous nous reposons sur la communauté internationale et la communauté française des chercheurs pour faire les bonnes sélections. Et c'est de plus en plus ce que nous faisons. Éric a été pendant longtemps président et animateur de notre comité scientifique. Donc il a constitué autour de lui une équipe nombreuse, parce qu'il y a presque une soixantaine de chercheurs qui travaillent sur ces sujets, qui travaillent bénévolement sur ces sujets pour choisir les meilleures équipes et faire en sorte que nous puissions donner des moyens aux équipes qui nous paraissent les plus efficaces. Donc c'est comme ça qu'on se sélectionne. Exactement. Alors, dans un contexte où, au fond, les cancers restent très différents les uns des autres, est-ce qu'il faut parler d'un combat commun ou, au contraire, il faut penser des stratégies en fait différentes en fonction des cancers ? Les deux, je pense qu'il faut avoir à la fois la vision globale, capter les grands mécanismes à l'origine de ces maladies, et ensuite entrer dans le détail. Et là, on rentre dans des choses de plus en plus spécifiques. Et quand on s'adresse aux patients, on s'adresse à un patient. Donc alors là, on rentre dans de très spécifique. Et est-ce que vous avez l'impression que justement ces spécificités sont toujours plus fortes d'année en année ou pas ? Elles sont toujours plus fortes. Les cancers sont devenus une série de cancers rares qui sont de plus en plus nombreux. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, par exemple ? Ce qui n'était pas le cas. On a longtemps parlé de cancers par organe, et puis ensuite on les a divisés en fonction des critères d'histologie, ce qu'on voyait simplement au microscope, la façon dont étaient arrangées les cellules. Puis ensuite on a fait entrer des paramètres de génétique, et puis on fait entrer de plus en plus de paramètres biologiques, et donc chaque cancer devient un cas particulier, ce qui complique
à la fin la tâche des médecins. Et est-ce que c'est le cancer qui devient plus pernicieux ou est-ce que c'est la recherche qui devient de plus en plus pointue? Non, la maladie est ce qu'elle est, elle évolue sous l'influence de certains facteurs, mais néanmoins, la maladie reste ce qu'elle est. Simplement, on la comprend de mieux en mieux, on la déchiffre de mieux en mieux, et donc on identifie de plus en plus de paramètres pour caractériser chaque tumeur, ce qui fait que chaque tumeur devient une histoire individuelle. Quand vous regardez les projets soutenus par la Fondation ARC, qu'est-ce qui vous rend le plus optimiste pour les années à venir? Alors d'abord, je crois que ce qu'il faut noter, c'est que la Fondation a fait évoluer assez fortement sa politique. D'une politique qui était de faire appel à projet de façon, si je puis dire, générale, où c'était les chercheurs qui venaient avec une idée. C'est toujours le cas pour une partie importante des moyens que nous allouons à la recherche. Mais de plus en plus, on va vers des thèmes et des thèmes qu'on travaille sur plusieurs années. C'est le cas sur l'immunothérapie. Maintenant, ça fait 9 ans que nous travaillons sur l'immunothérapie. Nous y avons alloué 33 millions d'euros et nous faisons de plus en plus vivre une communauté autour de cela. Et c'est ce foisonnement qui est important. On a décidé d'aller sur le cancer du pancréas, qui est un cancer qui est très compliqué, qui est aujourd'hui très difficile. Et je crois qu'on va obtenir des résultats. Mais on le fait dans la durée. C'est-à-dire qu'année après année, on fait des appels à projets sur le même thème auprès d'une communauté qui s'élargit. Et alors pour revenir à la question que vous me posiez tout à l'heure, comme c'est une petite communauté, les chercheurs qui choisissent sont majoritairement internationaux. D'accord. Vous diriez la même chose? Bien sûr, il ne faut pas contredire vos présidents. Non, mais c'est exactement ça. Enfin, voilà, on a une sélection de projets scientifiques. On conserve une marge de liberté pour les chercheurs. C'est important. On a vu aujourd'hui la place que l'on tient à garder pour la recherche fondamentale et la liberté du chercheur d'explorer des zones nouvelles. Mais à côté de ça, en tant que fondation, on est aussi là pour donner des impulsions dans certaines directions, là où on sent qu'il y a un besoin particulier auquel on ne répond pas au moment où on donne cette impulsion. Eh bien, merci infiniment pour vos Merci éclairages. Welcome to our show, and congratulations, Professor Nessenzweig. Is that correct? It's quite close. Nussenzweig. Nessenzweig. Yeah. Okay. Thank you. You're welcome. You're the head of the Genome Integrity Lab at the U.S. National Institute of Health at Bethesda in the U.S. You've just been awarded the Leopold Greffel Award of the Arc Foundation, one of the most prestigious honors in the field of cancer research. Your research focuses mainly on DNA repair mechanisms and their links to cancer development. Why is it so crucial to understand how these mechanisms work? Yeah. So it's important to understand the mechanisms because our DNA is continually damaged by sources in the cell, by normal metabolism. And if the DNA damage, basically the DNA damage response will basically put back correctly, if it works well, to repair the damage. If it doesn't, it will result in mutations. And in addition to that, chemotherapy damages the DNA. That's how it kills cancer cells. So we want to understand the mechanism in general of DNA repair. Could you tell us why some cells get cancer when DNA repair mechanisms do not function properly? So if DNA repair doesn't function properly, you have backup pathways that lead to mutations. What do you mean by that? So the damage is fixed in an incorrect way. It has to be, if the DNA is damaged, it has to be removed and then replaced by something like replace what it originally was. Okay, and the result is? The result is back to normal. The DNA would be back to normal. If it persists or is repaired in a way that's not accurate, this can result in mutation, and that eventually could lead to cancer. Okay, well then, what's the main challenge regarding these findings into concrete
cancer treatment for patients? I mean, how do we turn these findings into cancer treatment? I think you can understand basic mechanisms, but it doesn't necessarily translate. Sometimes it does, and sometimes it does not. So we don't know if what we discover will really be translatable, but sometimes it can be. And would you say that thanks to these findings and discoveries, we're getting closer or less further away from some cancer treatment? Oh, I think we are making great progress in some cancers. Which ones? Well, I think in breast, ovarian cancer. Pancreas. Pancreas cancer is a little bit more challenging. Okay. Yeah. But and these findings play a major role in helping, finding these treatments. Yeah, and also understanding how chemotherapy works and the best treatments that could be used. Okay. On a more personal level, I mean, what does being a scientist doing research mean for you? Well, it is very satisfying it's solving difficult problems and trying to solve them in a way that is understandable and in a simple way. And I'm very passionate about figuring these difficult problems out. And being patient is part of the process, I guess, because it takes forever and long years to actually find the discovery, I guess. Yes. Being patient and training the people in the laboratory. And it's a great pleasure to see people progress and become, colleagues and really collaborators by the time they finish their training. Well, thank you very much for being here. Thank you. Thanks a lot. Welcome to our show, Professor Conrad. Congratulations and bonsoir, Rafael Rodriguez. Thank you. Marcus Conrad, you're the director of the Institute of Metabolism and Cell Death at the Helmholtz Research Center in Munich, Germany. Rafael Rodriguez, vous êtes directeur adjoint de l'unité chimie-biologie des cancers à l'Institut Curie de Paris. Vous êtes tous les deux lauréats du prix Léopold Griffiel de recherche translationnelle et clinique. Vous travaillez tous les deux sur ce qui s'appelle la ferroptose. You both work on ferroptosis. Marcus Conrad, could you tell us in very simple terms what ferroptosis is about and what it entails in terms of research? Okay, I try to keep it quite simple, although it's not that simple as one could conceive. I think you can maybe compare it with if you cut an apple and you leave it open, it will become brownish. Yeah. It's a process which we call oxidation. Okay. Of any constituent in a cell, right? And if you think about in a cell, the cell is surrounded as a small unit by so-called lipids, which keeps the cell intact. And if these lipids start to oxidize, to become damaged, then the cells, the membranes cannot no longer keep the content inside and the cell will explode. So it's basically about a process the avoidance of oxidation of cellular membranes. OK, mais ça veut dire que la ferroptose, c'est bien certes l'oxydation de la cellule, mais il y a l'intervention du fer qui est importante, Rafael Rodriguez, n'est-ce pas? Oui, alors le processus que décrit Marcus arrive avec une cinétique particulière et la présence de fer accélère ce processus. Et quand les cellules ont besoin de plus de fer, elles seront naturellement plus vulnérables à cette oxydation et donc à la mort. Et donc c'est ce qui différencie un petit peu ce que disait André plus tôt. Induire des dommages de l'ADN vont induire l'apoptose qui est une mort programmée parce que le génome doit rester intact. Mais dans le cas de la ferroptose, c'est autre chose et c'est ce que Marcus a défini en premier, c'est plutôt un sabotage de la cellule où parce qu'elle a besoin de plus de fer, elle va mourir parce que le fer a sa réactivité inhérente. La cellule méchante, la cellule cancéreuse, vous voulez dire. Oui. C'est by the sort of infiltration of iron, you're going to destroy the bad cell, is that correct? I mean, could we simplify it to that extent?
I think there are several ways how you can destroy a cell by using this cell death mode of cell death. Of course, on one hand, you could basically, as Raphael just nicely said, you can basically overload the cells or bring an iron to a specific site within the cell to facilitate the damage of the membranes. Whereas you can also take away the brakes which protect the cells from oxidation of these membranes. And that's what we are now doing in my lab, that basically we develop inhibitors against these brakes to make the cell more vulnerable to ferroptosis, the cancer cell, so it can die more easily. Using iron. Not iron in our respect, this is Raphael's works. We are using small molecule inhibitors, we call them against these brakes, against this surveillance mechanism which protect the cells. Okay. Remove the protection of the cell. And it allows for treatment to come? Hopefully, yeah. This is our big wish. And also there are the first proof of concept studies which are actually ongoing. And now we just recently, in a collaboration with an American group, we actually showed that basically certain types of cancer, such as lung cancer or pancreatic cancer, become very sensitive to this form of cell death. So we hope to use that knowledge to kill it. Thanks to ferroptosis. Yes. Okay. Exactly. C'est ce que Marcus a vraiment découvert, c'est qu'il peut y avoir un dommage des membranes qui va être médié par le fer, mais ces membranes sont réparées. Et Marcus, bien avant que ça soit appelé ferroptose, a découvert les mécanismes de réparation des membranes. Ah oui. Donc si on inactive ces mécanismes de réparation, les dommages s'accumulent et les cellules meurent. Et alors, qu'est-ce qui vous a convaincu très tôt du potentiel de cette voie en cancérologie? Parce que c'était un petit peu par hasard, quelque part, enfin par hasard, on étudiait le mécanisme d'action d'une molécule qui avait été découverte aux États-Unis par un laboratoire de cancer de Bob Weinberg et de Eric Lander. Et ils avaient identifié une molécule qui éradiquait dans des tumeurs solides le faible nombre de cellules qui ont cette capacité à être réfractaires au traitement et à métastaser. Et en cherchant comment cette molécule fonctionnait, on s'est rendu compte qu'elle séquestrait le fer à un endroit particulier et que ce fer s'accumulant au cours du temps, commençait à produire ce que Marcus décrivait très bien, des espèces de réactifs de l'oxygène qui vont oxyder les membranes. Et on a compris qu'il y avait plus de fer dans ces cellules métastatiques que dans les cellules qui prolifèrent. Okay, so that's very clear. Now, what are the upcoming steps prior to some sort of concrete human application, as a treatment? Well, of course, for the next steps after the discovery phase, of course, we need to take some of these molecules and make them more like drug-like. So we have to improve these molecules. We have to change them chemically slightly to make sure they're stable enough to be used in an animal model, ideally, of course, later on in a human being. So the half-life of these molecules must be sufficient. Also the efficacy, so they must be really working on the target to avoid side effects. There are all these things we have to work on. And of course, this requires a lot of money and donation. And of course, also we hope that even industry will also get involved, engage in this kind of endeavors, and so we can all work together. Well, thank you very much. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir d'être reçus. venu, sur Yes. ce plateau. Okay. Gaëlle Legube, bonsoir. Bonjour. Et félicitations. Vous êtes directrice de recherche au Centre de biologie intégrative de Toulouse. Vous avez remporté le prix Oberlin-Hagen pour vos travaux sur les cassures double brin de l'ADN. Que se passe-t-il lorsque l'ADN d'une cellule se casse? Alors en fait, quand l'ADN de nos cellules se casse, on a des mécanismes à l'intérieur de nos cellules, donc des machineries moléculaires, qui vont venir les détecter et les réparer. Et le problème, c'est que donc, normalement, dans la plupart des cas, ces réparations sont fidèles et très précises. Sauf que parfois, il y a des dysfonctionnements et ça peut laisser derrière des cicatrices sur l'ADN, comme des mutations, par exemple, qui peuvent conduire à la production. Si ça se produit dans un gène, une mutation, ça peut conduire à la production d'une protéine anormale. Et ça peut également conduire un défaut de réparation. Un mécanisme de réparation dysfonctionnel peut également conduire à ce qu'on appelle des translocations, c'est-à-dire quand deux bouts de chromosomes sont anormalement recousus entre eux d'une certaine façon. D'où le double brin?
Non, le double brin, ça c'est en fait, on appelle les cassures double brin parce c'est des lésions qui vont atteindre les 2 brins de l'hélice d'ADN en fait. D'accord. L'ADN, c'est une hélice, hein, et quand les 2 brins de cette hélice sont coupés, ça fait une cassure qu'on appelle double brin qui coupe le chromosome en 2. Alors, pourquoi est-ce si important de comprendre les cassures double brin de l'ADN pour comprendre le cancer d'une certaine manière? Alors en fait, hein, justement, alors il est double cet intérêt. Le premier intérêt de comprendre la réparation des cassures double brin, c'est qu'effectivement, quand elle est dysfonctionnelle, ça peut entraîner des mutations, des translocations qui vont conduire à la production de protéines non fonctionnelles. Et ça peut conduire à la prolifération anarchique des cellules et donc au cancer. Cancéreuse, voilà. Voilà, exactement. Et être à l'origine des cancers. Et l'autre aspect extrêmement important de comprendre la réparation des cassures double brin, c'est que c'est une arme pour traiter le cancer également. C'est-à-dire qu'en fait, quand on induit trop de cassures à l'intérieur d'une cellule, elle va aller mourir en fait. Elle va se diriger vers la mort cellulaire, essentiellement l'apoptose. Et les cellules cancéreuses, parce qu'elles se multiplient beaucoup, elles sont particulièrement vulnérables à des doses de cassures double brin. Et c'est ce qu'on fait quand on fait des chimiothérapies ou un certain nombre de chimiothérapies ou la radiothérapie par exemple. C'est très exactement ce que ça fait. Ça induit des cassures double brin et ça conduit les cellules cancéreuses à la mort. Et est-ce que ça, cette découverte ou ces travaux, ça permet précisément d'accélérer, comment dirais-je, les voies vers des traitements? Alors en fait, ça c'est des travaux qui sont très anciens finalement. Nous, là, vraiment ce qu'on s'attache à comprendre, nous en tout cas dans notre équipe, hein, c'est d'identifier au plus précisément ces mécanismes de réparation parce qu'on a l'espoir de pouvoir identifier des cibles thérapeutiques dans ces mécanismes de réparation. Par exemple, c'est-à-dire d'aller taper sur une protéine qui va être essentielle à la cellule cancéreuse, par exemple après cassure double brin, pour réparer ces cassures double brin. Par exemple, uniquement, on va choper la protéine. On veut essayer d'aller cibler les protéines particulières. Donc en fait, on cherche, ça c'est ce qu'on appelle le développement des thérapies ciblées, c'est-à-dire on va essayer de potentialiser les traitements chimiothérapie qui existent déjà en allant additionner par exemple des inhibiteurs contre une protéine en particulier qui est impliquée dans la réparation de ces cassures. Sur un terrain plus personnel, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans la recherche ? Alors, dans la recherche en général, c'est un petit peu ce côté d'exploration, oui, c'est ça, de découvrir des nouvelles petites briques. Et ensuite, quand on les met tout ensemble, ça nous parle et on arrive à comprendre quelque chose que personne n'avait compris avant, en fait. Donc ça c'est un aspect assez fascinant de la recherche d'une façon générale. Après, dans la recherche sur la réparation de l'ADN, c'est un petit peu, c'est fascinant comment la biologie, finalement, arrive à aboutir à des mécanismes ultra sophistiqués, rien que par sélection naturelle, d'arriver à des mécanismes aussi sophistiqués pour maintenir l'intégrité des génomes. Pour les jeunes qui nous regardent, être chercheur, ça peut parfois paraître abstrait, inatteignable, ça peut sembler frustrant parce que c'est un travail de très très longue haleine et au fond, sans même sans certitude de résultat. Comment on peut leur donner envie ? En fait, alors il y a peut-être quand même une mécompréhension sur ce que c'est que le travail de recherche, parce qu'en fait, on n'a jamais pas de résultat. C'est-à-dire, finalement, c'est des petites briques qu'on avance petit à petit, et parfois, ces briques forment une magnifique peinture où là, on peut se dire « Ah, ça, c'est une découverte ». Mais même, finalement, d'aller déterrer ces petits pas, d'aller faire ces petits pas, c'est déjà relativement satisfaisant. C'est vraiment un travail d'enquête, hein, et je pense qu'aucun chercheur vous dira non, j'ai jamais rien trouvé. Ça n'a pas de sens de dire ça en fait. En fait, on contribue à quelque chose. On contribue tous à quelque chose de plus grand, parfois par des pas un peu plus grands que d'autres, mais dans l'ensemble, la nature du travail, elle est indépendante de l'idée de découverte finalement. En tout cas, c'est passionnant. Merci infiniment.
Bonsoir Valentin Gensbittel. Bonsoir. Félicitations. Vous êtes membre du Centre de recherche en biomédecine de Strasbourg et vous êtes lauréat du prix de thèse Oberlin-Haguenau, Fondation ARC. Votre thèse porte sur la viscosité cellulaire et la formation de métastases. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène de façon la plus simple ? Alors la façon la plus simple de décrire cette propriété de viscosité, finalement, c'est de penser au miel. C'est-à-dire ? Le miel, tout le monde voit comme ça s'écoule, comme c'est visqueux, comme ça prend du temps comparé à de l'eau. Ouais. Donc l'eau, c'est quelque chose qui s'écoule parfaitement, c'est quelque chose de très peu visqueux, et le miel, à l'inverse, c'est quelque chose de plus épais, et donc qui a une viscosité plus élevée. D'accord. Et donc c'est ça, c'est cette façon de couler. Et alors, si on projette ça sur les problématiques de cancer, qu'est-ce que la viscosité des cellules, comment dirais-je, tumorales ? Eh bien, une cellule, c'est composé d'éléments qui sont solides, son squelette, sa membrane, mais à l'intérieur, la cellule, elle comporte également des éléments liquides. Et donc, c'est de là que vient finalement cette composante de viscosité dans la cellule. La cellule, c'est un objet viscoélastique qui se comporte un peu comme un solide, mais aussi un petit peu comme un liquide. Et c'est pour cela que sa viscosité est importante dans sa façon de se déformer. Et alors, vous avez découvert quoi sur cette viscosité ? Quelque chose d'assez intéressant dans le sens où on a découvert que les propriétés de viscosité qui se trouvaient être avantageuses pour les cellules tumorales étaient différentes d'une étape de la progression tumorale à l'autre. Okay. C'est-à-dire que quand la cellule tumorale se dissémine et est vraiment emportée par la circulation sanguine et qu'elle voyage dans l'architecture vasculaire, on voit qu'une viscosité plus basse et donc une capacité de la cellule à se comporter plus comme de l'eau, quelque chose qui coule parfaitement, c'est avantageux pour que les cellules puissent s'enfoncer en profondeur dans le système circulatoire. Mais vient ensuite après une étape où les cellules tumorales doivent s'extraire de la circulation sanguine pour pouvoir ensuite coloniser un organe plus loin. Et pour cette étape de s'extraire de la circulation sanguine, nous, on a observé que dans un certain mécanisme que les cellules tumorales emploient pour sortir de la circulation sanguine, elles ont plutôt intérêt à avoir une viscosité élevée, à être un peu plus solide, plus rigide, plus épaisse. D'accord. Et alors, en quoi cette découverte, c'est-à-dire ces viscosités différentes, permettent d'aider à combattre le cancer ? C'est une question très, très compliquée. Les perspectives thérapeutiques pour vraiment combattre et tuer les cellules directement, elles ne sont pas immédiates. Ce qu'on sait, c'est que le système immunitaire, il est très sensible, il est sensible aux propriétés mécaniques des cellules. On sait d'ores et déjà que l'élasticité des cellules tumorales, donc à leur membrane, à quel point leur membrane est solide, élastique, on sait que ça a un rôle important dans la capacité qu'ont les cellules immunitaires à tuer les cellules tumorales. Et un questionnement qu'on a maintenant, c'est d'appliquer le même type de question à la viscosité. C'est-à-dire qu'on pourrait, grâce à vos découvertes, par exemple, sur la viscosité, intervenir sur ces fameux liquides qui sont plus ou moins épais en fonction de l'étape de la cellule cancéreuse dans le corps humain, si j'ai bien compris. À peu près, oui. Ce qui serait intéressant, c'est de voir s'il y a des étapes de la progression tumorale où on observe que les cellules tumorales auraient peut-être des propriétés mécaniques qui les rendraient plus susceptibles à des interventions thérapeutiques et justement de cibler à ces moments-là de la progression tumorale. Et donc, désormais, pour vous, c'est quoi l'enjeu, le prochain enjeu ? Alors moi, maintenant, actuellement, dans mes travaux de recherche, j'attaque des questions un petit peu différentes. J'avais pour but d'étudier des questions différentes pour avoir une formation assez complète à l'issue de mon postdoc. Donc là où précédemment je m'intéressais à la dissémination des cellules dans l'organisme, maintenant je m'intéresse plus à des questions centrales à l'environnement de tumeur primaire, donc avant que vraiment le premier environnement, une première tumeur se développe. Et là je m'intéresse à un type cellulaire qu'on appelle les fibroblastes. Très en amont en fait. Très en amont, exactement. Et à comment ces fibroblastes qui jouent un rôle vraiment essentiel dans le modelage de l'environnement tumoral initial, comment leur mécanobiologie est influencée par le collagène. D'accord, donc en gros, le cancer avant le cancer, d'une certaine manière. Ou au début, en tout cas. Au tout début. Ben, merci infiniment et encore merci bravo pour votre prix. Merci. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale consacrée au trophée de la Fondation ARC. Bonne soirée sur Mieux.